Comment est-ce qu'ils ont pu être surpris à ce point, les services secrets, l'armée israélienne? Je crois que là, il y a une lourde responsabilité du gouvernement Netanyahou, otage de son extrême droite, ce qui fait que toute l'armée israélienne était en Cisjordanie en train de faire la police autour des nouvelles colonies de peuplement. Et donc, la frontière avec Gaza a été très largement dégarnie. Par ailleurs, il y a sans doute eu une mauvaise interprétation de ce qui était en train de se passer avec Hamas, une croyance que Hamas était finalement en train de co-gérer la bande de Gaza avec Israël. C'est un peu ce que disait d'ailleurs le patron civil du Hamas à Gaza, M. Sinwar, sans se rendre compte que Hamas est aujourd'hui un parti ou une organisation qui n'a plus véritablement d'autonomie stratégique, mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne au Levant. Et pour l'Iran, aujourd'hui, le danger absolu, c'est la normalisation éventuelle de l'Arabie Saoudite avec Israël. Et on va y revenir parce que c'est dans ce contexte, et vous allez nous parler dans un instant du rôle de l'Iran, c'est dans ce contexte effectivement d'une tentative de rapprochement ou de normalisation des relations avec le reste du monde arabe que ces massacres ont eu lieu. Je voudrais juste un instant, il vient d'y avoir 2 ministres israéliens officiellement pour la première fois qui ont visité l'Arabie Saoudite. Et ça, me semble-t-il, ça a été l'un des éléments déclencheurs fondamentaux, même si, bien sûr, la coïncidence avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour n'est pas fortuite. Cela crée une urgence pour le Hamas à réagir, pour le Hamas et pour l'Iran. Je voudrais qu'on retrouve Nicolas Poincaré, qui est en Israël pour RMC et BFM TV. Vous êtes à Ashdod, un peu moins exposé, parce que hier, précisément, vous étiez tout au sud du pays. Vous vous êtes rendu à Sderot. Sderot, c'est cette ville qui est à 3 km de la bande de Gaza. Et Nicolas, dites-nous ce que vous avez vu, un État véritablement totalement en guerre. Oui, une zone sous très très haute tension après ce week-end totalement traumatisant qu'ont vécu les habitants de ces localités autour de la zone de la bande de Gaza, des habitants qui ont fui en masse, mais ceux qui restent racontent encore effectivement des scènes terrifiantes le week-end dernier lorsque les hommes du Hamas sont arrivés en pick-up, en moto, ont enlevé des otages, ont tiré sur la foule, et les soldats du Hamas, de l'armée israélienne, pardon, qui naturellement ont repris maintenant totalement le contrôle de toutes les localités autour de Gaza, reste extrêmement nerveux, craignant de nouvelles infiltrations, craignant qu'il puisse rester quelques hommes du Hamas qui n'aient pas regagné la bande de Gaza et qui puissent faire éventuellement des actes suicidaires encore. Donc une très très grande nervosité, et parallèlement la préparation de tout ce que la plupart des gens attendent ici, c'est-à-dire probablement une offensive terrestre vers Gaza. Et ça se voit par l'accumulation de dizaines et des dizaines de tanks et des dizaines de milliers de réservistes qui arrivent. Ce qui se passe aussi principalement dans cette zone encore, ce matin, même si je me suis éloigné maintenant à une vingtaine de kilomètres de Gaza, on entend encore parfaitement et tout le temps des bombardements de l'aviation israélienne sur la bande de Gaza. Nicolas Poincaré en direct d'Israël, et ce matin justement j'étais aussi en direct sur RMC avec un habitant de Gaza, et alors qu'il me parlait, on entendait ce que décrit Nicolas à l'instant, c'est-à-dire ces bombardements quasiment toutes les 3 secondes. Gilles Kepel, vous mentionniez le rôle de l'Iran. Le Hamas n'a pas pu faire cela seul. Quel est le rôle de l'Iran ? Ça semble très difficile que Hamas ait pu penser une opération de cette ampleur seule. On a annoncé dans un premier temps qu'il y avait eu plus de 1000 combattants qui avaient passé la frontière, tous habillés en noir. Aujourd'hui, on annonce que 1500 cadavres ont été retrouvés sur le sol d'Israël. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ça fait beaucoup de monde. Ça demande des entraînements énormes, et ça demande surtout une logistique gigantesque. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec l'effondrement du leadership islamiste sunnite, Daesh a été démoli, les frères musulmans ne sont plus du tout en position de force aujourd'hui. Le Qatar cesse de les soutenir comme il le faisait autrefois, puisqu'il s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite. La Turquie d'Erdogan les a fait partir parce que Erdogan a besoin des pétrodollars saoudiens et émiratis dans les coffres de ses banques
pour juguler l'inflation. Mais étonnamment, quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont plutôt dans un moment de faiblesse et pourtant c'est le moment où ils montent cet axe de grande puissance. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire parce que justement, du coup, ils ont été obligés d'être instrumentalisés par l'islamisme chiite. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui peut sembler curieux, c'est que c'est un parti sunnite qui est issu des frères musulmans, Hamas. Et ce qui veut dire, Hamas en arabe, c'est Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, ça veut dire mouvement de la résistance islamique. Mais aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle ce qu'il appelle l'axe de la résistance, donc qui part de Téhéran, qui passe par un certain nombre de milices chiites irakiennes, par le régime de Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah au sud du Liban et Hamas. Mais pour autant, l'Iran n'a pas réclamé la responsabilité. Et l'Iran, pourtant, si on vous écoute bien, l'Iran a une responsabilité directe, a une implication directe, mais ne la revendique pas. Non, parce que sinon, le pas suivant, c'est la guerre. Une guerre à beaucoup plus grande ampleur. Et l'Iran est une puissance du seuil nucléaire quasiment aujourd'hui. Et si vous voulez, tout se joue à travers ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on se focalise, c'est très normal aujourd'hui, sur les images absolument épouvantables qu'on a vues avec l'infiltration. Des images d'ailleurs surprenantes parce que le Hamas n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et c'est la manière de fonctionner, la violence, les décapitations, les exécutions plutôt, les décapitations comme ça rappelle davantage les images que Daesh diffusait, si vous voulez. C'est un mode opératoire. Oui, Daesh, on a d'ailleurs évoqué ce qui s'était passé sur le sol français, bien sûr. On peut remonter jusqu'aux attentats de Mohamed Merah, on peut remonter évidemment au Bataclan, on peut remonter à Nice. Le Bataclan et la rave party, si vous voulez, donnent le sentiment que ça appartient un peu au même mode opérationnel, vous voyez. Mais ça, c'est quelque chose que Daesh n'avait pas la capacité de faire avec cette ampleur. Daesh ne pouvait pas envoyer 1500 personnes. Mais Gilles Kepel, si je vous écoute, ce que je comprends, c'est que l'Iran lui-même n'a pas tant intérêt que ça à revendiquer la paternité de cette action, mais au fond, nous-mêmes occidentaux n'avons pas non plus intérêt à pointer trop directement la responsabilité de l'Iran, parce qu'alors il faudrait aller au bout de cette logique et que les États-Unis, l'Europe rentrent en guerre avec l'Iran. Et dans ce cas, c'est le mot que vous avez prononcé et qui est le mot qui fait le plus peur, c'est le mot nucléaire. Oui, c'est vrai, mais c'est le dilemme du savant et du politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas chargé de la politique de la France ou de quelque autre pays. Je suis là pour essayer de comprendre et de décrypter avec vous et pour les téléspectateurs qui nous écoutent ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Or, en m'appuyant sur mes 40 ans de travail que j'ai essayé de résumer dans le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Prophète en son pays, je fais l'hypothèse, qui je crois est assez bien étayée, qu'il s'agit là d'une stratégie de l'axe de la résistance iranienne. Mais que l'Iran lui-même, après ce coup de force, ne souhaite pas qu'il y ait le seuil au-dessus. Par exemple, vous avez vu que le Hezbollah, qui est lui directement le supplétif de l'Iran au Sud-Liban, parti chiite, a tiré quelques roquettes en solidarité quand l'armée israélienne a commencé à bombarder Gaza, mais n'a pas augmenté la tension. Mais c'est retenu. Est-ce que l'Arabie Saoudite... alors que le Hezbollah dispose aujourd'hui au sud du Liban d'une quantité de missiles qui peuvent dévaster la Galilée.